Voilà, chères téléspectatrices et spectateurs, c'était un film extrêmement émouvant et qui nous touche tous. Bien entendu, ça fait 3 ans que la guerre fait rage en Ukraine avec des centaines de milliers de morts et de blessés, 6 millions de réfugiés. Des conséquences incroyables sur l'Europe. On a vu au niveau sécuritaire des pays neutres qui deviennent membres de l'OTAN, une guerre qui effectivement touche de plein pied, de plein fouet l'Europe, mais aussi l'Afrique. On l'a vu avec le blé, les pénuries de blé qui ont fait exploser les prix en Afrique. Et voilà. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir un panel absolument formidable pour discuter des enjeux profonds de cette guerre en Ukraine et des possibilités de s'en sortir. Et j'aimerais déjà inviter là sur ce plateau Alexandra Matviichuk, qui est en direct de Kiev, et donc prix Nobel de la paix 2022 avec son organisation le Centre pour les libertés civiles. Elle est aussi vice-présidente de la Fédération internationale pour les droits humains. Et donc nous sommes absolument ravis d'avoir Alexandra ici en ligne virtuellement depuis Kiev, où il est 1 heure plus tard. Donc merci d'être là. J'invite sur le plateau aussi 2 anciens ambassadeurs, monsieur l'ambassadeur Pierre Lévy, qui a été donc récent ambassadeur en Russie de 2020 à 2024. Il a été aussi ambassadeur dans divers postes en Europe de l'Est. C'est un grand connaisseur de l'Europe de l'Est et je l'invite ici sur le plateau. Et j'invite aussi sur le plateau monsieur Martin Sage, qui était ambassadeur d'Autriche à New York, en Chine, mais il a été aussi envoyé spécial de l'OSCE pour l'Ukraine et pour les accords de Minsk. Merci, et on l'applaudit aussi. Nous allons débattre pendant 45 minutes environ et vous aurez 15 minutes, cher public, pour poser vos questions. Donc on va commencer tout de suite et j'aimerais poser la première question à Alexandra Matviichuk et j'aimerais avoir votre réaction au film que nous venons de voir ce soir. Comment avez-vous réagi à ce film? Je crois que ce film est une métaphore artistique magnifique des événements actuels, de la guerre d'agression des Russes contre l'Ukraine, car dans cette guerre, nous luttons pour la liberté dans tous les sens du terme, pour la liberté d'être un pays indépendant et de ne pas être une colonie russe, pour la liberté de préserver notre identité ukrainienne et de ne pas être obligé de forcer nos enfants ukrainiens comme des Russes, et pour la liberté de nos choix démocratiques, une chance de construire un pays où les droits de chacun sont pris en compte, où le gouvernement doit rendre des comptes, où le judiciaire fonctionne et où la police ne s'attaque pas à la population. Et on voit cet esprit dans le film. Merci beaucoup. De monsieur l'ambassadeur Pierre Lévy, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce film? Et c'est vrai qu'on y voit beaucoup de notions d'indépendance, de liberté. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Bien sûr, il y a toutes ces, tous ces messages politiques très, très forts. C'est très intéressant quand Natalia explique à sa petite fille ce que veut dire la souveraineté dans son cadre domestique. Et puis il y a la guerre comment dirais-je, j'ose pas dire en arrière-fond, mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé et beaucoup impressionné, c'est cette approche d'abord esthétiquement très belle. Je trouve il y a un vrai style cinématographique au-delà des fleurs. Beaucoup d'humour aussi, nous avons tous souri ou ri, parce que Natalia est un personnage assez fascinant. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup de symbolique. C'est très intéressant parce que Vyacheslav, je crois, enfin Kitty,
celui qui meurt, c'est celui qui est parti. C'est celui qui est parti à Varsovie, alors que les autres restent avec un moral d'acier. Je trouve que c'est un film tellement humain. C'est ce que je retiens vraiment de cette présentation. Martin, what's your reaction to the movie? Martin, quelle est votre réaction à ce film? Premièrement, excusez que je ne vais pas répondre en français. Mon français est rouillé. I'm gonna switch to. Je vais passer à l'anglais. Pour moi, Film ce film explains explique why we are now in the 4th year of war. pourquoi nous sommes actuellement dans la 4e année de guerre. The strength Cela explique la force of average Ukrainian, des Ukrainiens moyens, the average people combien les gens moyens sont impliqués to their identity. dans leur nation, dans leur identité. You have the husband has a Russian Il y a des choses très différentes. Le mari, par exemple, a un passeport russe Warsaw. et part à Varsovie, All have lived together mais ils ont tous vécu ensemble. Et ce qu'ils voulaient, on their own. c'était d'être chez eux et de vivre leur propre vie. You know, this film Et ce film nous dit Ukraine pourquoi l'Ukraine still fighting est toujours en train de combattre aujourd'hui, pourquoi elle est toujours forte, contrary to all predictions. contrairement à tout ce qu'on avait prédit. On va maintenant entrer dans le vif du sujet par rapport aux enjeux liés à cette guerre et aux possibilités peut-être de s'en sortir. Comme vous l'avez pu le constater ces derniers temps, ça a énormément bougé. On a vu une administration Trump qui maintenant effectivement semble plus alignée sur Moscou que sur Kiev. Et c'est pour ça que I would like to ask you a question. J'aimerais vous poser une question, Alexandra. Aujourd'hui, il y a eu ces discussions à Jeddah, en Arabie Saoudite, American delegation entre une délégation américaine menée par le secrétaire d'État Marco Rubio Volodymyr et Volodymyr Zelensky, enfin son conseiller Yermak. Je voulais savoir qu'est-ce que vous attendez de ces discussions. Est-ce que vous craignez que ça mènera à une capitulation? Parce que c'est aussi de ça qu'on parle quand on pense à l'administration Trump, aux pressions qu'il a exercées sur le président Zelensky. Deux choses à commenter. La première, je m'occupe des droits humains et je documente les crimes de guerre que la Russie a commis contre l'Ukraine dans cette guerre. Et je suis sûre que les gens de l'Ukraine veulent la paix beaucoup plus que quiconque, parce que la guerre, c'est terrible. Mais la paix ne vient pas quand un pays qui a été envahi arrête de se battre, parce que là, c'est plus la paix, c'est l'occupation russe. Et l'occupation russe, c'est toujours la même guerre, mais encore pire, parce que l'occupation russe, ça signifie des désapparitions forcées, de la torture, des adoptions forcées de vos enfants, des camps de filtration et des fosses communes. Donc nous devons comprendre, bien définir le mot de paix. Les Ukrainiens veulent la paix, ce qui veut dire la liberté de vivre sans violence et d'avoir une perspective à long terme. Deuxièmement, récemment, depuis quelques semaines et jours, nous entendons beaucoup de choses sur les minéraux, des concessions territoriales, des intérêts, mais nous n'entendons pas parler des gens. Je suis vraiment choquée du fait qu'on ne parle pas des gens par rapport à cette guerre. Plus de 20 000 enfants ukrainiens ont été illégalement déportés en Russie, séparés de leurs familles, et doivent être sont censés être adoptés par des Russes qui vont les élever comme leurs propres enfants russes. Qu'est-ce qui va arriver aux centaines et centaines de civils qui sont torturés, abusés sexuellement chaque jour? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut dire des gens qui sont sous les territoires occupés? Ils vivent dans des zones grises, ils n'ont rien pour défendre ils n'ont pas de moyens de défendre leurs droits, leur vie, leurs enfants et leurs familles. Et je suis sûre que notre obligation morale
et de remettre cette dimension humaine dans le processus politique, dans cette guerre de la Russie contre l'Ukraine. You're talking about the Vous parlez de la dimension humaine de la paix et je me demandais comment est-ce que vous pouvez attendre ça de la part de Donald Trump, sachant que maintenant, agreement il essaie d'avoir un accord sur les terres rares, sur les minéraux. Il veut exploiter les ressources naturelles de l'Ukraine, même si au début, la proposition, c'était une proposition de Vladimir Zelensky, mais la façon dont l'administration Trump s'empare de ça est vraiment très loin de la dimension humaine dont vous parlez. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce n'est pas la première fois dans ma vie que je me retrouve dans une situation où le droit international ne fonctionne pas. Et je sais que quand le système international de sécurité et de droit ne fonctionne pas, on peut toujours se rapporter aux gens parce que les gens se mobilisent. Les gens ordinaires qui se mobilisent dans le monde entier peuvent changer le cours de l'histoire, même plus qu'une intervention de l'ONU. Donc mon message aujourd'hui aux gens ordinaires dans différents pays, c'est de nous aider à répandre ce message. Nous devons revenir à cette dimension humaine dans tous les processus politiques. thank you. What would Oui, et alors, quel serait, parce que quand nous parlons de paix, de choses de ce genre, il y a toujours une question de concession des deux côtés. Quelle serait une paix juste de votre point de vue? Vous en avez déjà un peu parlé, mais be the possible quelles seraient les concessions que l'Ukraine pourrait éventuellement faire, sachant que la Russie aussi devrait faire des concessions? Quelles concessions a la Russie à faire? J'aimerais le demander. C'est une question rhétorique, parce que pour arrêter cette guerre, la Russie doit juste s'arrêter. C'est tout. La Russie a commencé cette invasion à grande échelle, non pas parce que Poutine voulait occuper une partie des terres ukrainiennes. Poutine a commencé cette guerre à large échelle parce qu'il voulait occuper et détruire tout le pays et aussi aller plus loin. Il pense restaurer l'Empire russe. Il rêve de ce qu'il va laisser au futur. Sa logique est historique. C'est très naïf de croire qu'il voit son nom dans l'histoire du monde comme une personne qui a commencé une guerre pour occuper Avdiivka ou Bakhmut. C'est une ville importante en Ukraine, mais ce n'est pas Genève ou Rome. C'est une petite ville. La plupart des Russes ne savent même pas la mettre, ne connaissaient même pas leur existence sur la carte avant que la guerre à large échelle commence. Donc, la Russie est un empire et les empires ont un centre, mais n'ont pas de frontières. Les empires essaient toujours de s'étendre. Ça veut dire que si nous voulons une paix durable, nous devons mettre au point des garanties de sécurité qui rendraient impossible à Poutine d'atteindre son but et non pas qui lui permettraient de le remettre à plus tard. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais avoir un peu votre... Vous étiez vous-même donc ambassadeur à Moscou de 2020 à 2024 et vous étiez donc le 24 février 2022, au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, vous étiez à Moscou, vous étiez à l'ambassade. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce moment fort que vous avez vécu? Et puis après, peut-être nous dire aussi un peu quels sont les objectifs exactement de la Russie dans cette aventure désastreuse de la guerre en Ukraine? Je commencerai peut-être par cette dernière question pour faire suite au témoignage très fort que nous venons d'entendre, un témoignage qui met l'humain au centre. Je crois que c'est très, très important. J'apporterai un éclairage complémentaire diplomatique, ce qui ne veut pas dire oubliant l'humain.
Mais je crois que c'est très très important de pour constater que d'abord, euh, euh, tout le monde veut la paix. Les Ukrainiens, les Européens, les Américains. Deuxièmement, que tout le monde ne la veut pas de la même manière. Ça ne veut pas dire la même chose. On pourra en parler. Et l'approche européenne consiste à dire pas de décision sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Pas de décision sur la sécurité européenne sans les Européens. Mais je crois qu'il y a une différence entre vouloir un cessez-le-feu, une vraie paix durable et juste, et puis comment dirais-je, un quick fix. C'est-à-dire voilà, quelque chose, une solution qui peut s'apparenter à une reddition. Il y a un seul acteur dans ce jeu qui ne veut pas la paix, c'est la Russie. J'en suis absolument convaincu pour un tas de raisons et à commencer par le fait que la Russie, le Moscou, a le sentiment qu'il est sur une trajectoire gagnante. Et vous remarquez que dans ce mois assez fou que nous venons de vivre, hein, depuis le 12 février, quand nous avons eu la première communication officielle entre le président Poutine et le président Trump, il y a un seul acteur qui ne dit rien, c'est Moscou, et qui sans doute empoche beaucoup plus qu'il n'attendait. Alors j'en viens maintenant à mon vécu, comme on dit. Malheureusement, le 24 février n'était pas une surprise parce que nous travaillons depuis très très longtemps dans une ambiance de très grande tension. Vous vous souvenez qu'au printemps 2021, il y avait des accumulations de troupes autour de l'Ukraine qui étaient déjà extrêmement inquiétantes et nous intervenions auprès des Russes qui nous répondaient ce ne sont que des exercices sur notre territoire, nous avons le droit de déplacer nos troupes comme nous le voulons. Et puis ensuite, il y a eu une montée des tensions et je dois dire, et je me souviens de réunions en particulier avec les Russes en novembre à Paris extrêmement tendues. Le président de la République est venu aussi à Moscou parce qu'il fallait tout tenter. Et puis ensuite, dans les jours précédant l'invasion, on a vu d'abord des mouvements de réfugiés très importants du Donbass, de Donetsk, mais qui, à mon sens, étaient très largement organisés par les Russes. On a vu la reconnaissance de l'indépendance de Lugansk et de Donetsk aussi. Et puis la veille, assez tard le soir, il y a eu une déclaration du porte-parole du Kremlin indiquant qu'il y avait une demande d'assistance face à l'agression ukrainienne. Et puis vous avez vu ensuite la suite, et puis bien sûr la référence à la légitime défense côté russe. C'est aussi une caractéristique constante du discours russe d'être dans une logique inversée. Voilà, nous sommes agressés par l'OTAN, les responsabilités sont ailleurs. Et ça, je crois que c'est quelque chose aussi à garder à l'esprit. Et malheureusement, quelques récents développements que nous avons vus récemment, et en particulier, ce qui était très douloureux pour le diplomate que je suis, le vote aux Nations Unies le 24 juin des États-Unis avec la Russie et d'autres pays, voilà, que je ne nommerai pas, était, je crois, extrêmement significatif, malheureusement. Qu'est-ce que vous auriez à dire justement sur ce, vous parliez de l'OTAN et c'est un argument que la Russie avance en permanence, c'est que c'est l'un des facteurs qui a expliqué l'intervention russe, alors que effectivement pour la Russie, l'OTAN est en train d'intervenir dans son étranger proche. Je vais vous dire exactement ce que je disais à mes contacts russes quand nous avions des discussions professionnelles entre diplomates pour essayer de trouver des solutions. Je leur disais, nous avons fait exactement le contraire de ce que vous dites, de ce que vous prétendez. Il n'y a pas eu de poussée de l'OTAN ou de poussée de l'Union européenne vers l'Est pour acculer la Russie. Il y a simplement des pays qui sont devenus souverains en 91 ou plus tard, et qui après ont fait le choix libre de leurs alliances. C'est un des principes de base d'Helsinki, et dans certains cas nous étions d'accord, dans d'autres cas nous ne l'étions pas.
Donc nous allons pas, il n'y a pas de poussée de l'OTAN. Vous vous souvenez des débats au sommet de l'OTAN à Bucarest, des débats qu'il y avait d'ailleurs entre les Européens et les Américains sur l'Ukraine dans l'OTAN. Et il y avait même beaucoup de débats sur l'Ukraine dans l'Union européenne. J'ai été directeur de l'Union européenne en 2014 au moment du Maïdan et du changement de pouvoir à Kiev. J'étais d'ailleurs à Kiev ces jours-là avec mon ministre Laurent Fabius et le ministre allemand et le ministre polonais. Il y avait des débats sur l'Ukraine, sur l'Ukraine dans l'Union européenne. Regardez où nous en sommes maintenant. L'OTAN est renforcée, l'OTAN est élargie, la perspective européenne est ouverte à l'Ukraine. Il y a encore des débats sur la voie de l'OTAN, de l'Ukraine vers l'OTAN. Donc c'est tout ce que les Russes ne voulaient pas. Merci. Ambassadeur Martin, vous avez été l'envoyé de l'OSCE en Ukraine et pour les négociations de Minsk et les accords de Minsk. Aujourd'hui, vous travaillez d'ailleurs, je crois que vous en avez parlé hier à Vienne d'ailleurs, de toute la question du cessez-le-feu. Et aujourd'hui, c'est une question qu'on évoque, bien entendu. Quel type de cessez-le-feu? Même Volodymyr Zelensky en parle, un cessez-le-feu dans les airs, sur les mers. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette thématique? Je crois que le cessez-le-feu a été décidé aussi du côté ukrainien. Le président Zelensky en a parlé. Et si nous parlons d'un cessez-le-feu, nous devons être très clairs de quoi parlons-nous. Donc nous avons une frontière, c'est pas le bon mot, mais une ligne de démarcation très étendue de ce qui était avant, disons ce qui était avant la frontière entre la Russie et l'Ukraine a maintenant changé et nous avons une ligne de plus de 2000 km. Où allons-nous avoir un cessez-le-feu sur toute la longueur de cette zone? Donc c'est un cessez-le-feu qui va être un cessez-le-feu complet, qui inclurait toutes les formes d'armes dans les airs, sur le terrain, les forces marines, etc. Ou est-ce que ça sera un cessez-le-feu partiel, comme cela a été proposé par le président Zelensky? Et quand est-ce que ce cessez-le-feu devrait commencer? Je me souviens pour les accords de Minsk, le 12 février 2015, quand les accords ont été signés avec Merkel et Hollande, à la présent, le 15 février, le cessez-le-feu devait immédiatement prendre effet, mais c'était 3 jours après la signature des accords de Minsk, mais il n'y a pas eu de cessez-le-feu. Le 15 février 2015, il y a eu la bataille de Debaltsevo qui était contrôlée par les forces ukrainiennes et les soi-disant séparatistes du Donbass, de Lugansk et du Donetsk, qui étaient évidemment soutenus par la Russie, ont chassé les troupes ukrainiennes et Debaltsevo est tombé. Donc il n'y a pas eu de vrai cessez-le-feu. Donc nous devons être très clairs quand nous parlons de cessez-le-feu. J'ai m'occupé des négociations à Minsk. Nous avons négocié une douzaine de cessez-le-feu. Et parfois, ils ont tenu une semaine, parfois 2 jours. Et le dernier cessez-le-feu qui a été négocié par mon successeur, l'ambassadeur suisse Heidi Grau, en juillet 2020, a tenu quelques mois. C'était l'époque du Covid. Et les 2 parties ne voulaient pas que leurs soldats, des soldats blessés rejoignent leurs hôpitaux qui étaient déjà débordants de malades du Covid. Donc il y a eu plusieurs sortes de cessez-le-feu. Nous devrions discuter aussi du fait que est-ce que nous voulons une ligne de démarcation
qui aurait des implications politiques. Ce que nous voyons par exemple avec la Corée, l'exemple coréen, est-ce que c'est la volonté des deux parties? Nous devons comprendre et n'oublions pas que la Russie a changé sa constitution pour incorporer 4 oblasts, régions ukrainiennes, dans les hauts territoires à la Russie. Ces 4 oblasts, régions, qui sont incorporés dans la Russie, ils n'en contrôlent qu'une à 95%. Dans les autres 3 oblasts, ils n'ont qu'un contrôle partiel de ces régions, mais ce ne les a pas empêchés de les faire entrer dans le territoire russe, dans leur constitution. Donc s'il y a une ligne de démarcation, comment la Russie va avoir ce territoire avec une ligne de démarcation. Donc, il y a encore la question de la vérification. Qui va vérifier? Nous avons des forces de l'ONU. Est-ce que nous aurons sur 2000 km des forces de l'ONU de vérification? Ça demande des troupes énormes. Et où on va les prendre où? Donc toutes ces questions, si on parle de cessez-le-feu, il faut rester très calme et essayer d'y répondre. Est-ce que vous croyez que l'administration américaine est-ce que vous croyez à ce processus qu'a commencé l'administration américaine ou quel devrait être le bon format? Vous avez travaillé pour l'OSCE. L'OSCE actuellement est en crise. Mais quel serait le format idéal pour ce genre de discussion? Honnêtement, très franchement, je ne sais pas et je ne vois aucun format dans ce que les Américains proposent en ce moment. Et personnellement, je pense que les Américains eux-mêmes ne savent pas. Ils n'arrêtent pas de changer leur opinion jour après jour. Donc la question est plutôt, dans ce contexte, qu'est-ce que nous, les Européens, pensons qui devrait être fait? Et là, nous devrions essayer de trouver des réponses. Il ne faut pas seulement regarder ce que les Américains font. Donc je ne crois pas que c'est le bon moment pour répondre à une telle question. Et n'oublions pas, et ça c'est sûr, comme l'ambassadeur Lévy l'a dit, rien ne peut se passer pour l'Ukraine sans l'Ukraine et aussi sans l'Europe. Merci. Alexandra, j'aimerais avoir votre opinion sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et je veux revenir au bureau ovale où le président Zelensky a eu une altercation avec l'administration Trump. C'était très humiliant. Et je me demandais comment vous perceviez la façon que le président Zelensky doit naviguer entre la pression et l'humiliation imposée par Trump et de l'autre côté, le fait que l'Ukraine ne peut pas compter sur des garanties de sécurité de la part de l'Europe. Pour le moment, peut-être qu'elles viendront plus tard, mais en tout cas pas maintenant. Quel est votre sentiment du président Zelensky? Est-ce qu'il a un soutien en Ukraine et comment vous le voyez évoluer et continuer? Selon les sondages d'opinion, le président Zelensky a beaucoup de soutien en Ukraine. Ce n'est pas tellement ma tâche de discuter la scène émotionnelle que nous avons vue à la Maison-Blanche. Je crois que nous devons nous pencher sur des choses qui ont plus d'importance. Nous parlons beaucoup trop. Nous parlons beaucoup trop, parlons des sanctions qui sont vraiment importantes. Et comment, avec l'Europe, nous devons mettre au point ces garanties de sécurité, parce que l'Empire russe n'a pas de frontières, elle ne s'arrête jamais les frontières. Et ce ne sont pas mes paroles, je cite Vladimir Poutine. Dans mon travail, j'ai fait des interviews de centaines de gens qui ont été prisonniers des Russes, qui m'ont dit comment ils avaient été torturés
par électrochoc, on leur a arraché les ongles, on leur a coupé les doigts, on les a violés. Et ils disent aussi comment les Russes voient le futur. D'abord, nous allons occuper l'Ukraine et après, avec vous, nous allons continuer à conquérir d'autres pays en mobilisant des Ukrainiens dans l'armée russe. C'est bien ce qui se passe déjà depuis 11 ans dans les territoires occupés, mobiliser les Ukrainiens pour faire la guerre du côté des Russes. Et récemment, j'ai vu un autre film documentaire qui se penchait sur mon amie et collègue Victoria Roshina, la journaliste ukrainienne. Elle a vu, elle estimait que son obligation en tant que journaliste était de venir dans les territoires occupés par les Russes et de montrer au monde entier ce qui s'y passait. Elle y a disparu. Nous n'avions plus aucune information sur l'endroit où elle se trouvait. Pendant des mois, nous ne le savons pas. Puis nous l'avons trouvée dans une prison russe, sans aucune charge officielle. Et en septembre de l'année passée, ses parents ont reçu une information disant que Victoria Roshina était morte dans une prison russe. Pendant 6 mois, les Russes n'ont pas rendu son corps et nous ne savons toujours pas ce qu'ils lui ont fait. C'est important, ça. Si, sachant toute l'architecture internationale de la paix et la sécurité, si nous n'arrivons pas à faire pression sur la Russie pour qu'elle rende un corps d'une femme de 26 ans, d'une journaliste ukrainienne de 26 ans, Victoria Roshina, qui est morte dans une prison russe, à ses parents, rendre son corps à ses parents, je me demande ce qu'on peut faire. Alexandra, you were involved in 2014 at Maidan. Alexandra, vous étiez en 2014 au Maïdan. Donc, pour rappeler au public, en 2014, il y a eu des protestations ukrainiennes sur la place Maïdan qui voulaient des changements à l'européenne. Et je me demandais maintenant, vous vous battez aussi pour des réformes démocratiques en Ukraine. Comment décririez-vous l'état d'esprit des Ukrainiens aujourd'hui, leur volonté de rejoindre peut-être l'Union européenne, de prendre un tournant démocratique? Quel est l'état d'esprit des Ukrainiens? Pendant la Révolution de la dignité, j'étais coordinatrice de SOS Euromaidan, une initiative de la société civile. Nous avons travaillé 24 heures sur 24 pour faire de l'aide juridique et autres à des gens persécutés et aux gens qui étaient frappés, arrêtés, torturés et accusés sur des charges fabriquées. Nous avons payé un prix très haut juste pour avoir la chance de commencer notre intégration européenne. Et pour les gens en Ukraine, l'intégration européenne, c'est pas juste de rejoindre une structure géostratégique, c'est vraiment un choix de valeurs. Et nous sommes très sincères dans notre volonté, parce que cette guerre n'a pas commencé en février 2022, mais en février 2014. Quand le régime ukrainien autoritaire s'est effondré et que nous avons eu cette chance de commencer ce processus démocratique. Et la Russie nous a envahis pour stopper ce processus. Elle a envahi la Crimée, elle a commencé la guerre dans le Donetsk et il y a 3 ans, elle a commencé cette guerre à grande échelle. Parce que Poutine n'a pas peur de l'OTAN, Poutine a peur de l'idée de la liberté qui se rapprocherait des frontières russes. Et on continue à se battre, on continue à défendre notre futur démocratique. Et je sais que seulement si nous sommes prêts à nous battre pour la liberté,
Seule une société déterminée a un futur. Monsieur Lévy, après ces mots effectivement très forts, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Il y a quand même quelque chose qui nous tracasse dans c'est le fameux pivot de l'Amérique vers la Russie. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas bien à saisir aujourd'hui. On voit que dans le cadre de l'Ukraine, ben voilà, il a l'impression de s'aligner beaucoup plus sur la Russie que sur Kiev. Et on en veut pour preuve d'ailleurs, même à la conférence de Munich où vous y étiez, le vice-président J.D. Vance a déjà donné des arguments de négociation en disant que de toute façon, l'Ukraine ne peut pas adhérer à l'OTAN et ne peut pas récupérer ses territoires d'avant 2014. Alors, expliquez-nous un peu ce pivot de l'Amérique vers la Russie et quel est un peu ce lien entre Poutine et Trump? Au risque de vous décevoir et de décevoir l'assistance, j'ai moi-même beaucoup de mal à comprendre. Il y a différentes explications. On a pu penser à un moment que c'était en quelque sorte la stratégie de l'étourdissement. Vous savez, vous êtes tellement imprévisible que votre adversaire, la personne ou l'acteur qui est en face de vous, a le tournis, et puis finalement, ça peut être une stratégie. Mais malheureusement, ce qui s'est passé après, j'ai notamment évoqué le vote aux Nations Unies, mais j'aurais pu aussi évoquer les propos du président Trump sur le président Zelensky, qui reprenait quand même beaucoup ce que disait, ce que l'on dit à Moscou, laisse penser que c'est pas cette stratégie-là. Bon. Deuxièmement, il peut y avoir une approche géostratégique très élaborée. Je mets sur la table toutes les hypothèses. Et en particulier, on entend dire qu'il s'agirait de détacher la Russie de la Chine. Moi, je n'y crois pas un seul instant, bien sûr. Ça peut être aussi une autre approche, c'est mon interprétation personnelle, qui consiste finalement à considérer que le monde de demain, c'est un monde avec 3 sphères d'influence, on pourrait même dire 3 terrains de chasse, un sous la responsabilité des Américains, un sous la responsabilité des Russes et un sous la responsabilité des Chinois. Je ne sais pas. Encore une fois, c'est une hypothèse que je livre à la réflexion collective. Et puis, il y a une troisième grille d'analyse que j'ai toujours trouvée fascinante dans ce métier que j'exerce maintenant depuis plus de 40 ans. C'est la dimension personnelle. L'ambassadeur le sait comme moi. La diplomatie, ce sont des machines, des ministères, le Quai d'Orsay, le MID, le ministère russe, qui fonctionnent bien. En tous les cas, je peux parler pour ma maison. Nous faisons des analyses très, très fouillées. Nous préparons des sommets, des réunions avec des très beaux dossiers. Voilà l'état de la question, voilà ce qu'il va vous dire, voilà ce que vous avez lui dire, voilà notre résultat, voilà ce que nous attendons. J'ai passé une partie de ma vie à faire ça. Et c'était plutôt bien, je dois le dire. Mais il y a une dimension personnelle dans tout ça que nous oublions. C'est-à-dire, en bout de chaîne, vous avez un homme, que ce soit un chef d'État, un ministre, un simple diplomate, qui a ses propres qualités ou ses propres défauts, sa capacité à séduire. Il a mal dormi la nuit dernière avant la négociation. Un de ses enfants lui donne des soucis. Vous souriez, mais vraiment, ce sont des paramètres à prendre en compte. Je le sais de mon expérience. Et là, on voit très bien le président Trump a sa personnalité, pour dire les choses simplement. On sait qu'il y a des contentieux personnels entre lui et le président Zelensky. Je parle de Hunter Biden. Et puis, on a tendance aussi beaucoup à assimiler, à personnaliser la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Je crois qu'il ne faut pas trop le faire, mais ce qui est certain, c'est que le président Poutine a eu sa vision et qu'il a autour de lui un cercle de fidèles qui le soutient. Et donc, il y a aussi quand même une dimension personnelle, même s'il y a des intérêts, comment dirais-je, liés au régime et liés aussi à la Russie, pour des raisons que l'on connaît, de restauration de l'Empire, de reprise en main de l'Ukraine qui, dans
dans l'histoire russe et dans l'imaginaire russe, je ne fais que citer l'analyse russe, hein, occupe une place très singulière. Et encore une fois, je ne suis pas historien, je n'entre pas dans ce débat historique, mais la réalité est qu'il y a un pays souverain, un pays indépendant, qui doit être en mesure de faire ses choix. C'est ça la réalité, quelle que soit l'histoire, quel que soit le passé avec son grand voisin. Voilà, je m'arrête là sur cette question très délicate en espérant ne pas vous avoir trop déçu. Martine, vous avez été ambassadeur d'Autriche, vous étiez à l'OSCE. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Europe. Hein, quel rôle vous voyez l'Europe jouer dans tout ça? Parce que Alexandra en parlait. C'est pas simplement pour l'Ukraine, c'est pas simplement adhérer à une entité géopolitique. Voilà, c'est vraiment une question de valeur. Et aujourd'hui, que peut faire l'Europe, que doit faire l'Europe par rapport à l'Ukraine et quel type de garantie peut-elle essayer de mettre en place? Je crois que c'est le point essentiel, le terme de valeur. C'est de ça que nous devons parler. Dans nos sociétés européennes, c'est peut-être différent en Suisse, qui est un pays très particulier, le nôtre aussi, mais la France, l'Allemagne, nous travaillons tous avec les mêmes valeurs, même si nous sommes différents. Et l'Ukraine, aujourd'hui, partage nos valeurs, et ça, c'est important. Nous sommes des pays démocratiques, et avec toutes nos faiblesses et avec toutes nos forces. La Russie, elle, est un pays autoritaire. Autrefois, dans les années 90, début des années 2000, c'était un pays plus ouvert. Et nous avions de bonnes relations avec la Russie à cette époque. Mais la Russie a changé. Et l'ambassadeur est bien témoin de tous ces changements depuis les dernières années. Donc, c'est ce que nous sommes. Nous avons des systèmes différents. Et notre système démocratique pose, en fait, le simple fait d'exister est un défi, une menace pour un pays autoritaire. Et une Ukraine démocratique et qui réussit par le simple fait d'exister, sans rien faire d'hostile contre la Russie, est une menace pour la Russie. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et nous devons être conscients de cela. Et nous, Européens, nous devons comprendre que nous devons défendre nos valeurs. D'autant plus quand nous commençons à avoir des doutes sur ce qui va se passer aux États-Unis à ce propos. Est-ce que les États-Unis vont rester un pays démocratique de gens libres ou bien est-ce qu'elle va changer? Mais l'Europe ne va pas changer. Nous voulons garder nos valeurs et être avec l'Ukraine. Et par le fait même d'exister, que nous le voulions ou non, nous sommes une menace pour des pays, des sociétés autoritaires. Nous devons défendre nos valeurs, non seulement d'un point de vue militaire, mais aussi politiquement. Et aussi éduquer nos enfants, éduquer la jeune génération pour qu'ils comprennent qu'il faut apprécier ces valeurs. Ce n'est pas si simple. À cause de nous, en tant que pays ouvert, nous avons des forces qui nous sapent. Nous avons des mouvements qui ne sont pas si démocratiques que ça. Dans un pays européen, c'est comme ci, dans un autre comme ça. Il y a des différences, mais nous le voyons. Donc, nous devons d'autant plus défendre nos valeurs, et c'est ce que nous avons de commun avec l'Ukraine. Et j'aimerais encore dire une chose. Quand la Russie parle d'une solution, de ce qu'ils voient après, la Russie parle toujours et utilise le terme de dénazification de l'Ukraine. Et nous avons entendu aussi que les Russes ont dit
que Zelensky était en Asie, ce qui en soi est absolument absurde, d'autant plus sachant d'où vient Zelensky. Mais bon, ce terme de dénazification ne sert qu'à couvrir leur volonté d'influencer, de continuer d'influencer la politique ukrainienne. Je dis qu'il y a un nazi et je dis qui a le droit d'être à la tête du pays ou non. Et nous ne devons pas oublier ce moment. Quand les Russes parlent de dénazification, excusez-moi, ce n'est pas seulement l'idée qu'ils ne veulent pas qu'ils entrent dans l'OTAN, etc. C'est aussi qu'ils veulent influencer, qu'ils veulent continuer de décider qui a le droit d'être à la tête de l'Ukraine. Et ça doit être des gens qui plaisent aux structures autoritaires de la Russie. Je voulais embrayer sur ce credo européen pour rajouter 2 remarques. Premièrement, si on met un peu les choses en perspective, parce qu'il faut le faire, parce que cette guerre, c'est en quelque sorte une secousse sismique de 91. Tout est très lié. Si vous regardez le monde entre 91 et maintenant, il ne s'est pas adapté. Les États-Unis n'ont pas retrouvé une relation, avec, jusqu'à présent, avec la Russie, la Chine. On parle de multipolarité. Il y a un seul endroit dans le monde où les ajustements se sont faits, où les plaques tectoniques se sont remises en place, c'est l'Europe, parce que nous avons réussi à faire le grand élargissement après la chute du mur, avec les réussites que l'on connaît. J'ai été en poste en République tchèque, en Pologne, et donc et nous l'avons fait en 10 ans, ce qui était long, mais à l'échelle de l'histoire, c'est très court. Et donc, aujourd'hui, ça c'est ma première remarque, donc je crois au pouvoir transformateur de l'Union pour transformer des sociétés en démocratie, en économie de marché. Et ma deuxième remarque, c'est qu'on voit des gens en Ukraine qui meurent avec le drapeau européen ou qui manifestent avec le drapeau européen à la main. Alors ça doit d'abord nous faire réfléchir, nous Européens, parce qu'on a tendance à être un peu grognon parfois sur l'Europe, à pas l'apprécier à sa juste valeur. Et puis aussi, il faut le reconnaître, il y a des forces dans nos pays qui travaillent pour miner nos démocraties. C'est clair, mais ça doit être aussi, je dirais, un encouragement à être à la hauteur de l'attente des peuples qui sont candidats, comme en Ukraine. Et je pense que c'est un message très fort qui nous oblige pour l'histoire. Merci, très bien. Merci beaucoup. On va ouvrir la discussion au public. Merci beaucoup. Et je vous prie de lever la main et de poser une question brève, comme ça on peut avoir le plus de questions possibles et profiter du fait qu'on a une voix extraordinaire à Kiev qui vous répondra aussi. Donc voilà. Monsieur, peut-être, ici. Bonsoir. Merci pour la conférence. Merci Alexandra pour les mots et les réponses très touchantes. Monsieur l'ambassadeur, je me posais la question si vraiment vous croyez que l'Ukraine aura la possibilité de dire ses besoins avant que les autres États pensent à sa place. Parce qu'il y a pas mal dans l'histoire que certaines nations étaient divisées par des autres sans tenir compte des intérêts de la nation propre. Monsieur Lévy, est-ce que l'Ukraine aura voix au chapitre? Est-ce que c'est vraiment, il faut travailler en ce sens, hein, parce qu'il faut bien voir que je ne crois pas qu'on puisse vraiment. Je trouve qu'on fait abstraction de la réalité quand on a ce débat et quand on pense que les choses peuvent se décider ailleurs ou forcément à Washington, parce que il y aura j'ai vraiment du mal à imaginer que dans les scénarios les pires, bien sûr, il y aura des réactions très fortes et peut-être très tragiques en Ukraine, mais sans doute aussi dans d'autres pays. Je ne crois pas comme ça que les choses... je pense, mais c'est une intuition, que contrairement à ce que l'on dit, nous sommes au début d'un processus.
voyez, on n'est pas à la fin d'un processus et les choses vont se régler très vite. Parce que on parle du cessez-le-feu, mais il y a des conditions russes qui sont très exigeantes. Et puis deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire aussi une paix après? Voilà. Sans même parler ce qu'on appelle l'architecture de sécurité européenne, qui est aussi une grande question qui est derrière tout cela. Merci. Une autre question, madame? My question is to Alexandra Ma question est à Alexandra Matvichuk. C'est une question un peu naïve, mais qui est très sincère. Nous avons vu Natalia en train de sourire malgré les alarmes, etc. Vous continuez à vous battre après 3 ans de guerre et j'aimerais vous demander comment vous y arrivez. Comment est-ce que vous pensez que Natalia s'en sort pour garder l'espoir et de continuer à rire, à se battre dans ce contexte? Parce que depuis l'Europe, je ne vois pas les choses évoluer, s'améliorer, et parfois je me demande comment vous y arrivez. Merci beaucoup pour cette question. C'est très dur de vivre pendant cette guerre à large échelle, pour être franche, parce qu'on est tout le temps dans l'incertitude. On ne peut pas planifier non seulement sa journée, mais les heures qui viennent. On ne sait pas ce qui va se passer. On vit tout le temps en craignant pour ses proches, parce qu'il n'y a pas d'endroit sûr en Ukraine où on peut se cacher des missiles russes. Et la Russie atteint délibérément des logements privés, des écoles, des musées, des hôpitaux. Donc quand nous allons nous coucher, nous ne savons pas si nous nous lèverons le lendemain. Parce que cette guerre, c'est une loterie et c'est peut-être votre maison, votre immeuble qui va être frappé par un missile russe cette nuit. Mais malgré tout cela, je crois qu'il est important de définir nos espoirs. Quand j'étais enfant, que j'étais à l'école, j'ai rencontré des dissidents soviétiques. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée dans un cercle de gens magnifiques qui disaient ce qu'ils pensaient et qui faisaient ce qu'ils disaient. Des gens qui étaient courageux, qui avaient réussi à résister à la machine totalitaire soviétique. Le mouvement dissident ont été très fortement persécutés. Ils ont été tués, mis en prison, ont été forcés à des traitements psychiatriques, mais ils n'ont pas renoncé. Et je continue à utiliser leur définition de l'espoir, la définition des dissidents. L'espoir, ce n'est pas la confiance en ce que tout va bien se passer. L'espoir, c'est la compréhension profonde que tous nos efforts ont une importance énorme. Merci beaucoup. Une autre question. Je ne pensais pas parler, mais quand j'ai entendu Alexandra, je me suis dit que je devais parler sur l'espoir. Je suis la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la Russie et je voulais dire qu'il y a 2 jours, à l'Assemblée générale de l'ONU, tous les pays du monde ont voté pour une nouvelle journée internationale de l'espoir. Et imaginez, qui était le seul pays qui a voté contre cette journée internationale de l'espoir? C'était les États-Unis. C'était les États-Unis. Et 4 pays se sont abstenus. Je crois que le film que nous avons vu aujourd'hui nous a appris 2 choses. L'espoir, ce qu'est l'espoir, et ce que c'est la liberté. Et je crois que nous avons une obligation envers les gens d'Ukraine qui ont survécu à des violences incroyables, à des tortures, aux milliers d'Ukrainiens qui sont toujours en train de souffrir en Allemagne, et les prisonniers politiques
ce sont de tous les Russes qui se sont élevés contre cette dictature et qui se retrouvent en prison dans les mêmes conclusions. Et il faut dire, nous savons ce qu'est la paix. Vous parliez de la question rhétorique. Qu'est-ce que la paix? La paix, c'est la justice. La paix, c'est aussi la responsabilité. Et nous ne pouvons pas permettre un pays, les États-Unis, de commencer à parler dans la langue et on reprend la narration de l'agresseur et de dire que la Russie n'est pas l'agresseur. Quand nous l'avons vu à 5 heures du matin, le 24 février 2022, nous avons bien vu ce qui s'est passé en Ukraine et ce qui s'est passé dans la vie paisible de l'Ukraine. Donc je crois qu'il est important de nous engager les gouvernements, les rapporteurs spéciaux, l'ONU, de nous reporter à toute cette architecture du droit international. Nous devons soutenir le fait que la paix, c'est la justice et la paix, c'est les gens. Merci beaucoup, Madame Katsarova. J'ai lu votre rapport sur la Russie. Vous n'avez pas eu accès à ce pays. Vous avez fait un travail merveilleux. Peut-être une réaction de vous, Martin? Vous étiez, d'après votre travail, qu'est-ce que ça veut dire, ce que Mme Katsarova a dit, cette votation qui a lieu à l'Assemblée générale où les États-Unis ont voté à côté de la Russie, de l'Iran et de la Corée du Nord. Est-ce que c'est un changement, un tournant dans l'ONU? Oui, bien sûr. Nous sommes dans une situation, franchement, que nous n'aurions pas pu imaginer. Personne n'aurait pu prédire cette situation, ce qui se passe en ce moment. Toutes nos réserves contre un nouveau mandat de Trump, que nous imaginions, disons-le gentiment, difficile, mais personne ne s'est imaginé que ça serait à ce point. Je crois que personne ne s'y serait attendu. Mais si nous nous tournons vers l'ONU et le système onusien, et vous parlez du fait que j'étais président du Conseil économique et social de l'ONU en 2014 et 2015, nous avons, au moment où nous nous occupons du développement durable, des buts du développement durable, etc. Et il y a un moment des buts du développement durable qu'il ne faut pas oublier, c'est le but numéro 16 qui parle d'une société en paix, de l'état de droit et d'une bonne gouvernance. Et je crois que c'est important. Il est important de s'en souvenir toujours que nous avons ces buts communs. Ces buts ont été adoptés en présence de Barack Obama, de Vladimir Poutine, de Xi Jinping, du pape, etc. Et Shakira a chanté à l'Assemblée générale Imagine, Imagine. Donc voilà. Ça peut sembler un peu émotionnel, ce que je vais dire, mais ces buts, ils sont là. Ce sont des points de référence pour nous tous. Et nous ne devrions pas oublier d'avoir un but d'avoir aussi ce but de la bonne gouvernance. Ce but 16 fait partie d'un calendrier général que nous devrions toujours garder à l'esprit. Merci beaucoup. J'ai une question rapide. Quelles leçons peut l'OTAN et l'Union européenne tirer de cette situation en capacité de défense et si la Russie peut garder des territoires occupés, qu'est-ce que ce précédent dirait pour le droit international si on laisse la Russie garder des territoires occupés? On aimerait bien ne pas avoir ce précédent. Nous, Européens, comme l'ambassadeur l'a justement dit,
qu'est-ce que les Européens demandent? Nous demandons une chose très simple, que ces pays post-soviétiques qui ont décidé de mettre fin à l'Union soviétique en décembre 91 avec un accord, et à cette époque, on fait des nouvelles frontières qui ont été reconnues par tous les pays entre eux, que cet état de Union soviétique reste valable. On ne demande rien de plus et rien de moins. Donc c'est ce que nous, Européens, nous voulons. Nous ne voulons pas d'autres changements. Nous voulons juste que ces accords qui ont été faits en 1991, et l'ambassadeur l'a dit très bien, qu'ils acceptent ce qu'eux-mêmes ont décidé dans cet accord à l'époque. J'aimerais vous rappeler une anecdote à ce sujet. L'Union soviétique a été dissoute le 25 décembre 1991 à 10 heures du matin par un discours du président Gorbatchev à Moscou. À l'époque, c'était encore Noël aux États-Unis, et les États-Unis, à l'époque de Bush père, n'étaient pas en faveur de la dissolution de l'URSS. Bush est allé à Kiev pour leur dire de ne pas laisser l'Union soviétique se séparer, mais elle s'est séparée aussi parce qu'il y avait des désaccords entre Gorbatchev et Yeltsin. Et comment est-ce que... Et nous, les Européens, nous ne devrions pas oublier comment les Américains ont réagi. Je suis désolée s'il y a des Américains dans la salle. Vous allez peut-être penser que c'est Autrichien très anti-américain, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc Bush senior a dit les États-Unis ont gagné la guerre froide. C'était la réaction des Américains qui étaient autour de la dinde à Noël, ne sachant pas comment réagir. Ils ont dit ça. Pour la démocratisation des sociétés, donc ça a été fait correctement, la dissolution de l'URSS à Almaty. La réaction a été on a gagné la guerre froide. S'il y a un gagnant, il y a un perdant. Donc ceux qui ont décidé de se séparer, de séparer le pays de la façon la plus ordonnée qui soit, sont devenus les perdants avec cette mentalité qui est venue des États-Unis. Et nous continuons à être dans cet état d'esprit. C'est un héritage de cette époque parce que Poutine en a parlé très régulièrement et aucun Européen n'a dit ça. Il faut garder ça à l'esprit. Le mot final à Alexandra, on a le privilège de l'avoir depuis Kiev. So the closing remark are for you, Alexandra, please. Merci beaucoup pour cette opportunité de participer à cet événement. J'aimerais juste rappeler que cette guerre n'a pas qu'une dimension militaire, mais aussi une dimension informationnelle. Et c'est une occasion... je voudrais dire que la Fédération des droits humains a montré aussi à la Cour pénale internationale un merveilleux rapport expliquant que la propagande faisait partie de la guerre. Ce n'est pas qu'une guerre entre deux États, c'est une guerre entre deux systèmes, le système autoritaire et la démocratie. Et avec cette guerre, Poutine essaie de convaincre le monde entier que la démocratie, la liberté, les droits humains, l'état de droit sont des valeurs fausses parce qu'elles n'ont pas pu nous protéger pendant la guerre. Poutine tente de nous convaincre qu'un pays avec un potentiel militaire et la force nucléaire peut aller à l'encontre de tout ordre international, du droit international et changer l'ordre international. Et si Poutine réussit, ça va encourager tous les d'autres chefs autoritaires, d'autres leaders autoritaires à faire la même chose. Et c'est pourquoi les gens en Ukraine luttent non seulement
Pour nous, les Ukrainiens luttent pour soutenir l'ordre international qui est basé sur la charte de l'ONU et le droit international, ce qui veut dire qu'avec tous nos efforts, nous empêchons une violence mondiale. C'est sur ces mots très puissants, effectivement, les Ukrainiens se battent pour les valeurs, pour un ordre international basé sur des règles. Et en tout cas, merci. Thank you so much, Alexandra. Merci beaucoup aux intervenants, à Monsieur l'ambassadeur Pierre Lévy, à Monsieur Martin Sage, de nous avoir exposé un peu les enjeux énormes autour de cette guerre en Ukraine qu'on espère bientôt terminer. Merci et bonne soirée.